faut se rappeler que le processus des COP a été décidé en 92 à Rio et qui a démarré en 94. Et ensuite, les COP se sont succédés une par an. Et finalement, au début, c'était principalement les pays développés de l'Ouest qui avaient déjà eu leur développement industriel, responsabilité historique du problème, qui étaient censés se mettre d'accord sur un traité de baisse des émissions. Et voilà. Et les autres pays assistaient, parce que c'était un processus des Nations Unies, donc c'était multilatéral, donc tous les autres pays étaient invités à assister, mais pour se familiariser au problème et pour essayer de comprendre les enjeux de ce problème à venir. Et on est arrivé au protocole de Kyoto rapidement, c'est-à-dire en 3 ans. Ça a été signé, la première signature a eu lieu en 97. Mais très vite, finalement, les enjeux proprement économiques de ce problème ont monté, ont été mieux compris. C'est-à-dire que, se mettre d'accord sur une baisse des émissions qui, au début, est modeste, qui est demandée, elle est modeste, mais ça implique quand même des transformations économiques, étant donné que notre civilisation est construite sur les énergies fossiles. Et donc, très vite, les États-Unis... avec l'accession de George Bush à la présidence des États-Unis, décide de se retirer, de ne pas ratifier le protocole de Kyoto, parce que les puissances que l'on n'appelle pas encore émergentes, mais qui de fait sont en train d'émerger, la Chine en premier lieu, menacent leur hégémonie économique et politique dans le monde, et ils le pressentent, et ils ne veulent pas se lier les mains dans des accords où les autres n'auraient aucun engagement. Donc la première séquence de ces COP, c'est cela, et pour les autres pays qui assistent, une familiarisation au problème. Et de fait, il faut bien reconnaître que les pays les plus pauvres et en développement ne comprennent pas bien les enjeux, trouvent que c'est un peu quelque chose qui va empêcher leur développement alors que l'Ouest s'est déjà développé. Et bon, ils sont très très réticents. Je ne dirais pas qu'ils sont ouvertement climato-sceptiques, mais c'est quand même une sorte de retrait par rapport à ces enjeux-là. Mais deuxième partie entre, disons, 2002 et 2007-2009, eh bien, d'abord, il y a de plus en plus de désastres climatiques dont on parle beaucoup, dont en particulier le cyclone Katrina, qui a été extrêmement destructeur en Floride en 2004, et puis aussi des événements aux Philippines et en Asie. Voilà, le changement climatique, les événements extrêmes se font plus prégnants et ils commencent à être moins... et là, au terme de discussions avec les scientifiques du GIEC, avec les ONG, leur positionnement politique se modifie et ils vont adopter la position que je résume par non seulement le changement climatique existe, mais nous en serons les premières victimes. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est majoritaire à la COP de Bali en 2007, au moment même où le GIEC, par exemple, a le prix Nobel. Alors, si vous voulez, 2009, c'est la fameuse conférence de Copenhague, dans laquelle tous les pays, tous les négociateurs, toutes les ONG mettaient des espoirs immenses parce que pour la première fois, un président américain démocrate et non engagé dans la question du climat a priori allait venir comme président de plein exercice et tout était possible, tout allait changer. Et de fait, ça a été une douche froide parce que le président Obama, c'était la première année dans des COP, finalement s'est comporté dans la continuité avec le président Bush, c'est-à-dire qu'il n'a rien voulu céder ni négocier. Il a plutôt pris contact avec la Chine, qui, elle, a été relativement habile puisqu'elle s'est entourée des 4 autres importants, c'est-à-dire l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil, des 3 autres avec elle, ça faisait 4, ce qu'on appelait le BCAS, ce groupe-là. C'est devenu un groupe d'ailleurs dans la négociation.
Et puis, ils sont allés discuter dans les hôtels, prendre des contacts, etc. Et c'est profilé d'une certaine façon. Nous ne l'avons pas compris vraiment, et le monde ne l'a pas compris à ce moment-là, à sa mesure. Le nouvel ordre géopolitique mondial, marqué par la rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine, qui sont à la fois dans un partenariat et une compétition majeure. Et il n'y a pas eu tout le reste, enfin l'Europe qui avait préparé, qui était la bonne élève du processus, très engagée, voulant que les choses avancent et tout, a été absolument marginalisée. Et voilà, la présidence danoise a connu un camouflet, on peut dire, malgré une présence de la société civile massive. Et le Danemark avait très bien préparé les choses. Donc là, c'est très dur. Et à partir de là, il y a eu un petit accord qui a été ratifié quand même au dernier moment d'une demi-page, où les pays ont dit à main levée, comme ça, sans négociation réelle, on va tout faire pour essayer de sauvegarder le seuil, de respecter le seuil des 2 degrés à ne pas dépasser pour la hausse du réchauffement, parce que ce chiffre avait été coproduit par à la fois les scientifiques et les politiques européens, par exemple, depuis 15 ans. Enfin, depuis les années 90, on en parle. Les 2 degrés, les scientifiques en parlent depuis les années 80 du siècle précédent. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose, voilà, un seuil dangereux, etc. Et donc, il y a eu ça, plus un engagement pour les pays les plus vulnérables, qu'un jour, on leur donnera jusqu'à 100 milliards par an. Le un jour, c'était en 2020, et nous étions en 2009. Voilà, ça c'est les 2 petits résultats, mais pas vraiment signés, rédigés complètement, mais adoptés à main levée. Ensuite, à partir de 2009 et jusqu'à l'accord de Paris, finalement, la négociation climatique est repartie sur des bases différentes, bas en haut, puisque finalement, à la suite de cela, on a compris que les pays ne se feraient jamais imposer des chiffres par un traité négocié au sommet. Donc, c'était ça, et il y a eu divers moments, Cancun, et puis Durban en 2011, mais finalement, voilà, on est allé vers cette négociation-là, qui, en 2014, toujours Obama allant en Chine, les 2 présidents ont lancé vraiment un signal qu'ils voulaient un accord, qu'ils accepteraient un accord, et la présidence française, puisque ça devait se faire à Paris en 2015, a très bien négocié avec tout le monde, c'est-à-dire susciter ce qu'on appelle des engagements volontaires. C'est ça qui marque l'accord de Paris, les engagements volontaires des pays, pour dire ce qu'ils pensaient faire, ce qu'ils pouvaient faire, etc. Et d'une certaine façon, la présidence française sur la base de ces engagements volontaires, a colmaté tout ça en un accord. Mais vous savez que dans l'accord de Paris, il n'y a pas le mot énergie. Il n'y a pas le mot énergie. Donc voilà, les gens disent on va faire ceci, cela, mais on ne parle pas des fossiles, on ne parle pas des bouquets énergétiques des pays, on ne parle de rien. C'est toujours les émissions à long terme qui vont baisser, la Chine disant qu'elle ne s'engage pas à baisser ses émissions tout de suite, mais à baisser ce qu'on appelle l'intensité énergétique, c'est-à-dire la façon dont les émissions augmentent. C'est-à-dire la dérivée seconde, si vous voulez. Bon, voilà, ça c'est l'accord de Paris, et puis aussi l'accord de Paris, c'est un élément important, c'est que les pays en développement pauvre et les petites îles, ensemble, ont fait 2 sous-groupes de négociation dans les réunions préparatoires, ont commencé à faire monter l'objectif de 1,5 degré comme seuil dangereux à ne pas dépasser. C'était une surprise pour tout le monde. Et en fait, ils n'ont pas voulu, au cours de la réunion de Paris, ils ont affirmé qu'ils ne signeraient pas l'accord s'il n'y avait pas mention de ce seuil-là. Et d'une certaine façon, c'était une surprise parce que les scientifiques, déjà, 2 degrés, c'était pas sûr qu'on allait y arriver, etc. Bon, ils ont accepté, tout le monde a accepté, sous réserve d'une formulation, on fera tout pour respecter 2 degrés et, si possible, 1,5 degré comme seuil dangereux. Voilà, ça c'est l'accord de Paris, avec
si vous voulez, ce que moi j'analyse dans ce processus, c'est-à-dire toujours un schisme entre des engagements, des discours, des paroles sur lesquelles on signe, etc., mais en même temps une ignorance explicite, enfin une non-volonté de prise en compte des problèmes économiques et de concurrence et de compétition et des règles économiques qui règlent la mondialisation du monde, enfin les règles de la mondialisation, échange commercial, etc., qui conduisent à une explosion des émissions. Toujours plus de commerce, toujours plus d'échanges, toujours plus de productivité et de consommation, toujours le mode de vie occidental présenté comme le mode exemplaire pour la planète entière, etc. Tout ça ne peut conduire qu'à une hausse des émissions. Donc tout ça coexiste avec des textes et des gouvernances dans les mots et dans la civilité qui se veut multilatérale, conviviale, civilisée. On est dans ce schisme. Bien, et la COP27, si vous voulez, nous sommes quand même 7 ans après l'accord de Paris. Les choses, bon, il y a eu le Covid, etc., mais grosso modo, les émissions continuent à augmenter. Et l'enjeu de cette COP était effectivement multiple. D'une part, il s'agissait pour certains de peut-être retirer l'objectif d'1,5 degré, 1,5 comme seuil dangereux, qui avait été quand même reconduit depuis Paris à chaque fois, même si la difficulté d'atteindre ce seuil est de plus en plus grande, je le répète. Bon. Mais évidemment, symboliquement, c'est affreux de le retirer, parce que ça condamne, ça veut dire qu'on baisse nos ambitions, et ça veut dire que les pays, les petites îles, les États insulaires vont payer tous les pots de cette évolution. Donc ça, effectivement, ça n'a pas été fait en Égypte, et on peut s'en réjouir. Même si, de la même façon, on n'a pas accompagné la décision de la COP 27 de mesures précises sur comment on baisse les émissions très vite pour être en accord avec ces 1,5 degrés. Ça, c'est toujours la même chose. Bon, et sinon, deuxième chapitre, le fait que les pays en développement les plus pauvres et les États insulaires en premier lieu demandaient un mécanisme financier qui s'est appelé pertes et préjudices et puis pertes et dommages, et qui n'avait été intégré à la négociation qu'à la COP de Varsovie, et pas avant, je crois que c'est 2014. Je ne suis pas sûre si c'est 2013 ou 2014. Enfin, juste avant Paris. Et après, on l'avait un peu oublié. Et de fait, on était très en retard sur la finance. Donc là, ça a été repris, inscrit dans le texte. C'est la première fois, donc ça, par certains côtés, c'est vrai que c'est historique. Et on leur promet un engagement financier important qui n'a pas été chiffré. Parce que les 100 milliards, ça c'est pour tous les pays en développement. Ce n'est pas seulement pour les États insulaires et les États les plus menacés. Et ces 100 milliards, ce n'est pas assez eu égard aux besoins pour l'adaptation de tous ces territoires menacés par les catastrophes climatiques. Donc là, il y a un groupe de pays du Nord et de pays du Sud qui doit se réunir et aller plus loin dans les engagements financiers concrets. Bon, la COP27, c'est un peu ce double résultat, des avancées sur des choses importantes quand même, pertes et dommages inscrits dans les textes, on garde 1,5 degré, et de l'autre côté, des promesses d'aller plus loin de comment on va faire tout ça.